l'objet, c'est la philosophie politique de Rousseau, mais à travers un angle très précis qui est sans doute à la fois le plus connu, le plus discuté, qui est la notion, on va dire, en général, la notion d'intérêt général, qui elle-même est indissociable de la notion de volonté générale. Donc je vais me concentrer principalement sur la notion d'intérêt général, et on va voir comment, à partir de cette notion, des problèmes qu'elle pose, des interprétations qu'elle a suscitées, on peut retrouver une grande partie de la philosophie politique de Rousseau, quoique je ne prétends évidemment pas la traiter de façon exhaustive, mais traiter vraiment ce point qui est central. Alors, je commencerai par ça, premier point. Donc, qu'est-ce que l'intérêt général? Ce serait le titre au fond d'un premier point. Ce concept d'intérêt général est central pour différentes raisons. D'abord parce que, encore plus central peut-être, et propre à l'œuvre de Rousseau, il y a la notion de volonté générale. Or, une des définitions de la volonté générale, ou un des éléments définitionnels, c'est pas le seul, c'est que la volonté générale est une volonté qui vise l'intérêt général. Donc si on ne sait pas ce que c'est que l'intérêt général, évidemment on ne peut pas comprendre ce que Rousseau entend par cette notion de volonté générale. Donc les deux sont indissociables. Mais je vais d'abord partir de l'intérêt général parce que je pense que c'est plus facile de le comprendre. Et c'est dans un second temps peut-être que se dégagera ce que signifie volonté générale, à partir de cette notion d'intérêt général. Et à propos de cette notion d'intérêt général, je vais commencer par souligner un paradoxe, à savoir que cette notion, ou bien celle de volonté générale, qui sont donc très fortement associées à la pensée de Rousseau, qui sont au cœur notamment du contrat social, font partie des notions qui sont les plus discutées, voire critiquées chez les commentateurs de Rousseau. Et une tradition interprétative extrêmement courante, que l'on trouve même chez les très bons commentateurs de Rousseau, et encore plus chez les, je dirais pas les mauvais, mais les rapides, parce que Rousseau fait partie de ces auteurs sur lesquels à peu près tout le monde écrit, et donc souvent en ayant lu un peu rapidement. Mais même ceux qui l'ont lu de très près, parfois lui reprochent cela, pour le dire de façon très simpliste. Au fond, il y aurait chez Rousseau une sorte d'inspiration pré-totalitaire, de dimension un peu inquiétante, liée au fait que, à travers cette notion d'intérêt général, à travers l'importance qu'il accorde à l'intérêt général comme ce qui doit faire l'objet de toutes les volontés, de toutes les préoccupations des individus, eh bien, il y aurait la théorie d'une absorption de l'individu dans la collectivité, d'une disparition des singularités, d'un rapport sacrificiel au tout. Ce qui peut, pour certains, être justement la grandeur de Rousseau. On peut y voir une sorte de précantisme, quelque chose qui annoncerait l'idée du sacrifice de l'individu dans un rapport très altruiste à autrui, etc. Ou bien, pour d'autres, au contraire, quelque chose de très inquiétant, c'est-à-dire une conception qui détruit l'individu au nom du tout, de l'État, qui lui-même serait du coup quelque chose qui serait une sorte de monstre qui absorbe les individus, leur singularité, qui la détruit. Et j'aimerais montrer qu'il n'y a rien de cela chez Rousseau, que ça repose sur un contresens. Alors, j'ai dit que je partirais d'un paradoxe. Pourquoi? Parce que, à la fois, ces notions d'intérêt général, de volonté générale, sont très discutées. Il arrive très souvent que l'on dise soit que ce sont des notions dangereuses, soit que ce sont des notions, au fond, dont il faut se débarrasser parce qu'elles sont extrêmement vides, qu'on ne peut pas donner un contenu concret et évident et objectif à la notion d'intérêt général, et que par conséquent, au fond, mieux vaut penser sans les notions d'intérêt général et de volonté générale. Or, et c'est là que se situe le paradoxe que j'annonçais, il se trouve que si on se contente de regarder notre droit positif, le droit positif de la République française, on découvre que la notion de volonté générale, elle, en fait partie de façon extrêmement centrale, puisqu'elle est évoquée dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est elle-même, depuis 1971, considérée, depuis un avis du Conseil constitutionnel, comme faisant partie de la Constitution française. Donc c'est un texte du droit positif qui dit la loi est l'expression de la volonté générale. En d'autres termes, dans notre droit, et c'est un élément qui est très souvent utilisé dans les décisions du Conseil constitutionnel, cette notion de volonté générale
est utilisée, elle sert à la production du droit, à l'évaluation des lois, etc. Quant à la notion d'intérêt général, elle se retrouve sans cesse, alors certes on ne la trouve pas dans les textes constitutionnels, mais on la retrouve très souvent dans la jurisprudence, dans les décisions qui sont prises pour justifier, pour juger un certain nombre de lois, de règlements, pour diriger la réglementation, etc. L'intérêt général, c'est notamment ce qui est au centre de tout ce qui relève des codes de déontologie dans la fonction publique, de la détermination de ce qui est autorisé, au fond, ce qui autorise les prérogatives de l'État, c'est l'intérêt général. Donc c'est au cœur de notre droit. C'est utilisé comme un concept que j'appellerais opératoire, même si ce n'est pas tout à fait le sens exact, puisque c'est un concept scientifique. Enfin, disons un concept qui sert à la production du droit, et pourtant, il fait l'objet de très nombreuses critiques, qui consistent à dire soit il est dangereux, soit il est vide. Alors je vais essayer de montrer que, en regardant de près les textes de Rousseau, on se rend compte que c'est un concept qui n'a pas ce contenu totalitaire qu'on lui prête parfois, et qui n'est pas vide du tout, et qui n'est pas non plus du tout inutile, qui est au contraire tout à fait nécessaire. Voilà. Alors, je vais commencer très simplement par un texte, le texte numéro 1 que vous avez devant vous, dans les mains, qui est extrait du contrat social. La plupart de mes références sont prises dans le contrat social. Livre 2, chapitre 1, où on a vraiment une clé essentielle. Ce texte me paraît tout à fait essentiel, une clé pour comprendre ce que Rousseau entend par cette notion d'intérêt général. Il faut remarquer qu'il utilise l'expression intérêt commun, et je pense, je ne l'argumente pas pour l'instant, qu'on peut considérer comme synonyme les expressions intérêt général et intérêt commun. Ce qu'il théorise ici, c'est l'intérêt commun. On va faire la supposition que c'est la même chose que l'intérêt général. Qu'est-ce que dit Rousseau dans ce texte? La finalité de l'État est le bien commun. Car si l'opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l'établissement des sociétés, c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forment le lien social. Et s'il n'y avait pas quelques points dans lesquels tous les intérêts s'accordent, nulle société ne saurait exister. Or, c'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Il y a ici quelque chose qui me paraît limpide, d'une certaine façon, l'affirmation qu'une société est formée d'intérêts divergents, différents, ceux des différents individus qui la composent, que dans ces intérêts singuliers, individuels, on va les appeler comme ça, il y a des éléments qui sont plutôt, si on peut dire, centrifuges, qui créent de l'opposition, comme le dit Rousseau, de la discorde, de la concurrence entre les individus. S'il n'y avait que ça, à l'évidence, il n'y aurait pas de société. Je vous invite ici à vous référer à 3 schémas avec lesquels j'ai essayé tant bien que mal de rendre un peu concret ce qui peut paraître très abstrait. Premier schéma, schéma numéro 1, ce à quoi pourrait ressembler une société dans laquelle il n'y aurait au fond que des intérêts qu'on va appeler pour l'instant individuels, en utilisant ce terme, volontairement ce terme que n'utilise pas Rousseau, justement pour essayer d'éviter de tomber trop vite dans les contresens que l'on fait couramment. Et on a ici exactement, je dirais, la représentation. Alors peut-être qu'il faudrait affiner le schéma, il faudrait que les parts du camembert soient plus écartées les unes des autres, d'une certaine façon, mais ce qui est certain, c'est qu'au fond, on a une juxtaposition d'intérêts qui ne se recoupent en aucune façon, qui ne se superposent en aucune façon, qui sont les uns à côté des autres, et ce les uns à côté des autres peut très aisément se traduire par ce les uns contre les autres que évoque Rousseau lorsqu'il parle de l'opposition des intérêts. Et on a au fond une formule de Rousseau qui, dans le contrat social, dit bien ce que serait une telle société. Il dit, livre 1, chapitre 5 du contrat social, une agrégation qu'il distingue d'une association. Une agrégation, il faut l'entendre en plusieurs sens, soit simplement au sens, je dirais, physico-chimique. On sait que Rousseau a étudié la chimie et que ça a influencé
très probablement sa pensée politique, c'est-à-dire une juxtaposition, on pourrait donner différentes métaphores, un sac de billes, des billes les unes à côté des autres dans un sac. Voilà, ce sont des éléments qui sont les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres, et dans lesquels il y a un facteur, une possibilité tout à fait évidente d'opposition, ou en tout cas de juxtaposition dans l'indifférence. Donc évidemment, pas de travail en commun, pas d'action commune, rien qui relève du collectif, une agrégation. Pour qu'il y ait association, et là on passe au schéma numéro 2, et je m'appuie sur le texte que je viens de lire, il faut, dit Rousseau, qu'il y ait un accord entre ces intérêts et qu'il y ait, il dit bien, quelque chose de commun entre ces différents intérêts. C'est ce que j'ai essayé de représenter avec ce sous-ensemble. Alors Rousseau, dans le texte, l'appelle un point. Il est évident qu'on ne doit pas entendre ce mot point dans son sens strict, parce que si c'était un point, on aurait affaire au premier schéma, et puisqu'un point, c'est une figure géométrique qui n'a pas d'épaisseur. Donc il faut l'entendre nécessairement, et on verra à travers des exemples que c'est évidemment ça, comme plutôt une sorte de sous-ensemble, une sorte de plan, si on peut dire, de plan de recoupement, qui serait donc l'intérêt commun et qu'on peut représenter comme ça. Donc on a de nouveau notre ensemble formé par toute une série d'intérêts individuels, et puis un sous-ensemble à l'intérieur de cet ensemble, un sous-ensemble qui s'appelle l'intérêt commun, et qui est ce que Rousseau appelle ce qu'il y a de commun dans les différents intérêts. Ce qu'il y a de commun dans les différents intérêts, Rousseau dit la chose suivante: il n'y a pas de société s'il n'y a pas quelque chose de commun entre les différents intérêts des membres de cette société. C'est une nécessité pour qu'il y ait société. Après, que l'on arrive à l'identifier, qu'on arrive à le faire exister, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est une condition nécessaire, pour parler de façon conseillère, on va dire une condition de possibilité de quelque chose qui serait une société et non une simple juxtaposition, une simple agrégation. Alors, dans un premier temps, avant de passer au schéma numéro 3, on pourrait assez facilement donner des illustrations de ce que signifie cette idée de quelque chose de commun entre les différents intérêts, et qui s'appelle donc l'intérêt commun, qu'on pourrait aussi appeler, et qu'on pourra appeler intérêt général. Il me semble que les deux termes les deux expressions renvoient exactement à la même chose, avec des exemples très simples. Rousseau en donne parfois, mais assez rarement. Je vais vous en donner quelques-uns, puis après, qui ne sont pas d'un Rousseau, qui me semblent tout à fait fidèles à ce qu'il décrit. Et ensuite, je donnerai un exemple que donne Rousseau lui-même, qui montre que, je crois, mais les exemples que je vous propose ne sont pas arbitraires. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cette notion d'intérêt commun ? La meilleure façon de le comprendre, c'est de se placer à un plan qui n'est pas un plan politique, c'est-à-dire plus réduit. Chaque fois qu'il y a quelque part des individus qui s'assemblent, eh bien, ils forment un groupe, et on peut à chaque fois postuler que, dès lors que ce groupe existe, il y a dans ce groupe un certain nombre d'éléments qu'on peut appeler des intérêts, dans un sens très large. C'est pas seulement l'intérêt économique, ça peut être l'intérêt intellectuel, toutes sortes de choses qui relèvent du bien-être des différentes personnes, qui sont différents d'une personne à l'autre, et un noyau commun. Et je pourrais en donner un exemple ici, par exemple, le simple fait que nous soyons sous cette tente, qu'il risque de pleuvoir, fait que notre intérêt commun, évident, objectif, indiscutable, c'est que cette tente ne s'effondre pas sur nous, c'est, s'il pleut, que cette tente soit étanche, voilà. Le simple fait que nous soyons là, peut-être que vous ne vous intéressez pas à ce que je dis, je ne dis pas vous avez forcément un intérêt commun pour Rousseau, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas d'intérêt pour Rousseau, peut-être qu'ils sont ici justement pour voir à quel point Rousseau a tort, donc je ne suppose pas que vous vous intéressez à Rousseau, ni que vous trouvez que Rousseau est un auteur intéressant, mais en revanche, je vois mal comment qui que ce soit parmi vous pourrait souhaiter, ou en tout cas penser sans appréhension, que cette tente risque de s'effondrer. On peut donner d'autres exemples, des automobilistes en train de rouler sur une autoroute, et il existe cette partie de l'autoroute qui s'appelle la bande d'arrêt d'urgence. Bon, c'est un exemple qui n'est pas du tout rousseauiste parce qu'il est anachronique, mais il me paraît très parlant. Au fond, la bande d'arrêt d'urgence, il est de l'intérêt de tous et en même temps de chacun qu'elle soit libre, parce que chacun peut tomber en panne,
chacun peut avoir un accident et avoir besoin que des secours arrivent rapidement, et la bande d'arrêt d'urgence, elle sert à ça. Si on prend un exemple à un niveau plus large, on pourra dire qu'il existe évidemment un intérêt commun, par exemple, à tous les êtres humains sur Terre, que l'atmosphère soit respirable. Voilà un autre exemple qui montre que ça n'est pas du tout un concept extrêmement abstrait, complexe, auquel on ne peut pas donner compte du concret, que nous puissions respirer un air respirable, c'est évidemment à la fois l'intérêt commun de l'humanité et en même temps l'intérêt de chacun d'entre nous, directement et très concrètement. Dernier exemple, et je m'arrêterai là pour les exemples que je tire, je dirais, de mon propre fond. Si vous habitez dans, même pas forcément une copropriété, mais disons un immeuble dans lequel plusieurs personnes partagent l'immeuble, il y a différents appartements, des parties privées. Eh bien, certes, chacun fait de cet immeuble, de cette habitation dans cet immeuble, un usage personnel. Certains vont principalement y dormir, d'autres vont y passer une partie de leur journée, certains vont y travailler. Chacun aura ses occupations particulières et aura donc ses intérêts propres à l'intérieur de cet immeuble et réalisera des fins qui lui sont propres. Mais tout le monde a intérêt, de façon identique, à ce que l'immeuble ne s'effondre pas, à ce que les parties communes soient à peu près entretenues, etc. Voilà, des exemples d'intérêt commun. Et ce dernier exemple, je le prends parce qu'il ressemble beaucoup à un exemple que prend Rousseau dans un texte où, à mon avis, on trouve une thématisation de l'intérêt commun qui n'est pas forcément celui vers lequel on va se diriger le plus spontanément, c'est la lettre à d'Alembert. Dans la lettre à d'Alembert, sur les spectacles, Rousseau donne un exemple qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous donner. C'est dans le cadre de la discussion sur le misanthrope, où il discute la position réciproque de Philinte et d'Alceste, en disant Alceste, au fond, qu'est-ce qu'il est, il est comme moi, dit Rousseau, il critique l'égoïsme, les dysfonctionnements de la justice, l'esprit courtisan qui fait que chacun essaye d'écraser l'autre pour se faire une place. Philinte, lui, regarde tout ça d'un œil lointain en disant « Oh, il faut accepter ça, c'est la vie, et puis il ne faut pas vouloir ruer dans les brancards, ainsi est l'humanité. » Et Rousseau dit, au fond, ce Philinte, sous ses airs raisonnables, on pourrait le comparer à quelqu'un, et c'est la métaphore qu'il prend. Alors, il évoque une tradition burlesque que je n'ai jamais réussi à identifier, je ne trouve chez aucun commentateur malheureusement l'origine de cette anecdote, d'un Irlandais, je ne sais pas pourquoi un Irlandais, je crois, c'est un Écossais, je ne sais pas, Irlandais ou Écossais, excusez-moi, tout d'un coup j'ai une... Bref, peu importe, vous irez voir dans les lettres à l'inverse, par l'occasion de la relire, qui est dans un appartement, dans un immeuble, bien au chaud dans son lit, un incendie se déclare, et on lui dit, vite, il faut sortir d'ici. Et il dit, mais je m'en fiche, la maison ne m'appartient pas, elle peut brûler. Et évidemment, c'est ridicule, parce que certes, lui ne perdra pas son bien lorsque la maison aura brûlé, puisqu'elle ne lui appartient pas. Mais il perdra bien pire, il perdra la vie. Il a intérêt, même si elle ne lui appartient pas en propre, alors il peut être propriétaire d'une partie, il peut être simplement locataire, il a intérêt, je dirais, à ce que la maison ne brûle pas, ou si elle brûle, à en partir, c'est une évidence. C'est bon. D'où mon troisième schéma, à savoir que quand on regarde de près ce que signifie l'intérêt commun, on se rend compte que l'intérêt commun se distingue de l'intérêt particulier, mais il ne se distingue pas, en tout cas, il ne s'oppose pas à l'intérêt individuel. Et c'est pourquoi c'est le même schéma que tout à l'heure, simplement un peu plus explicité. Le schéma 3, c'est le même que le schéma 2, mais un peu plus explicité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut revenir au schéma 1, le mélanger avec le schéma 2 pour comprendre le schéma 3. Donc je ne dis rien de plus que ce qui était déjà présent tout à l'heure, mais j'en tire les conséquences. Il y a, dans ce que j'appelle l'intérêt commun, quelque chose qui est constitutif de l'intérêt individuel. L'intérêt individuel, c'est à la fois l'intérêt qui m'est propre et que je ne partage pas avec les autres, et l'intérêt que je partage avec les autres. Ça, c'est l'intérêt individuel. Et c'est pourquoi il faut toujours lire, quand on entend sous la plume de Rousseau intérêt particulier, toujours entendre la partie de l'intérêt individuel qui n'est pas commune avec celle des autres, c'est-à-dire, justement, d'où ce terme particulier, qui particularise l'individu. Voilà. Vous avez chacun un intérêt particulier, et
pour le coup, il est effectivement différent, irréductiblement différent, et jamais Rousseau ne dit que les intérêts particuliers ne doivent disparaître, qu'ils auraient vocation à disparaître. Tout ce qu'il dit, c'est l'individu ne doit pas oublier que poursuivre l'intérêt commun et agir dans le sens d'intérêt commun, c'est avant tout agir dans le sens de son propre intérêt. Et les exemples que je vous ai donnés, je pense, vous permettent de comprendre cela, même si je n'ai pas encore donné à proprement parler d'exemples politiques, mais bon, peut-être dans la discussion on en trouvera, ils seraient multiples ces exemples. Alors pour l'instant, je crois qu'on a tout simplement explicité de façon, je crois, assez simple, assez élémentaire, ce que signifie la notion d'intérêt commun, par conséquent aussi ce que signifie la notion d'intérêt particulier, et ça nous permet maintenant de comprendre un certain nombre de problèmes que pose l'interprétation du texte de Rousseau, et de montrer que beaucoup de ces problèmes sont de faux problèmes. Des faux problèmes parce qu'ils reposent tous sur une interprétation du texte de Rousseau qui confond intérêt individuel et intérêt particulier. C'est-à-dire que si on comprend l'intérêt particulier dans le texte de Rousseau comme étant l'intérêt individuel, effectivement, un grand nombre de textes seront choquants et on aura le sentiment que Rousseau plaide pour un sacrifice de la part de l'individu, sacrifice de son intérêt individuel ou personnel, de ce qui fait son bonheur, de ce qui fait son bien-être. Non, ce que dit Rousseau, ça n'est ni cela, ni non plus qu'il faille détruire l'intérêt particulier. Ce qu'il dit, c'est quelque chose de plus complexe que cela, c'est qu'il existe une tension interne dans l'individu entre la pente vers laquelle le conduit son intérêt particulier et celle vers laquelle doit le conduire ou devrait le conduire son intérêt individuel en tant qu'il contient une part commune avec les autres, c'est-à-dire la volonté qu'il a, dit Rousseau, comme citoyen. Donc je passe à mon point 2, qui est les problèmes vrais et faux que pose la notion d'intérêt général. Jusqu'ici, au fond, ce que je vous ai expliqué à propos des notions d'intérêt commun, de rapport entre l'intérêt individuel et l'intérêt commun, même si c'est Rousseau qui emploie ce vocabulaire, ça ne le distingue pas très nettement d'un grand nombre de philosophes qui ont écrit avant lui, notamment en gros tous les théoriciens du contrat social. On peut considérer que chez tous les théoriciens du contrat social, on a le même schéma. On pourrait utiliser le schéma que je vous ai présenté là, les trois schémas que je vous ai présentés, pour expliciter la philosophie politique de Hobbes, celle de Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, qui ont théorisé le contrat social bien avant Rousseau, non moins que celle de Rousseau. Quand on regarde ce que signifie l'idée du pacte social chez Hobbes ou chez Locke, il y a la même idée, il y a l'idée que les individus prennent conscience, doivent prendre conscience qu'ils ont un intérêt commun, par exemple, dirait Hobbes, à la paix, et que par conséquent, ils doivent renoncer à une partie de leur désir de liberté totale dans leur intérêt, dit Hobbes très clairement, à savoir pour sécuriser leur vie, leurs biens, ce qui est leur intérêt égoïste. On peut même utiliser ce terme si on veut, ça n'a rien de choquant. Hein. Il y a une genèse égoïste de l'intérêt commun chez Hobbes, chez Locke, qui y ajoute pas seulement la paix, mais également la protection de la liberté et des biens de l'individu contre les abus de l'État. Mais c'est toujours la même idée. En gros, c'est par, on va dire, pour forcer le trait, par égoïsme au fond, que les individus acceptent de sacrifier une part de leur bien, de leur bien-être, de leur liberté, parce qu'ils ont en commun l'intérêt de vivre en paix, de vivre dans un environnement à peu près sécurisé, à tout point de vue, par rapport aux ennemis extérieurs, aux ennemis intérieurs, aux délinquants, etc. etc. Donc, d'une certaine façon, au fond, cette théorie de l'intérêt commun qu'on trouve chez Rousseau, ça n'a rien d'original, et c'est un lieu commun de la philosophie politique, en tout cas de la philosophie politique moderne, c'est vraiment au cœur de l'idée de contrat social. L'idée de contrat social, dans sa généralité, en tant qu'elle est bien antérieure à Rousseau, elle renvoie toujours à ce schéma, avec des termes différents peut-être, mais en gros c'est la même idée. Qu'est-ce qui va spécifier la position de Rousseau? Qu'est-ce qui va être particulier? Eh bien, je crois qu'on pourrait le résumer de la façon suivante. Chez, en gros, tous les auteurs, alors il faut peut-être être un peu prudent quand on présente Rousseau comme celui qui est le seul à avoir pensé quelque chose, mais il faut bien admettre qu'il y a un certain nombre de choses que Rousseau pense contre tout son temps, et pas seulement son temps. Quand je dis son temps, c'est pas seulement 1740, 1750, 1760, non, c'est la modernité.
et notamment contre la tradition du droit naturel moderne, du contractualisme issu de Hobbes, de Locke, etc., qui sont très largement adoptés à son époque. Le point sur lequel il s'oppose à la plupart des philosophes de son temps, si ce n'est la totalité, c'est qu'il ne considère pas que la conscience au sens de prendre conscience de l'importance et du contenu de l'intérêt commun, aille de soi pour l'individu. Il considère qu'au contraire, le mouvement spontané de l'individu, c'est de ne pas avoir conscience qu'il a en commun avec les autres des intérêts, qu'il y a donc une nécessité d'agir dans le sens d'un bien commun, de renoncer à une part de sa liberté, etc., de respecter la loi. On va voir tout ce que ça implique, ce respect de l'intérêt commun qui s'exprime chez Rousseau sous la notion de volonté générale, qui a notamment comme signification vouloir l'intérêt général, vouloir le bien commun, vouloir que ce bien commun existe et soit préservé. Donc, contre, par exemple, Hobbes. Qu'est-ce que dit Hobbes dans Le Citoyen? Il dit ce que je vous dis, à savoir que il est évident que les individus ne peuvent pas désirer être absolument souverains, qu'ils doivent renoncer à une part de leur liberté, qu'ils doivent accepter qu'il y ait un pouvoir commun, qu'il y ait des lois qui s'imposent à tous, qui leur imposent de renoncer à une part de leur liberté. Eh bien, cela, dit Hobbes, chacun le voit avec évidence, chacun le comprend avec évidence, tellement ça saute aux yeux, sauf, dit Hobbes, et la phrase est célèbre, et elle est très significative, sauf les enfants et les idiots. Et quand il dit idiot, évidemment, enfin c'est la traduction du XVIIe siècle de Sorbière, ça veut dire les personnes qui sont, disons, faibles d'esprit. Il n'y a pas de dimension d'insulte là-dedans. En gros, en dessous d'un certain degré de rationalité, on va dire jusqu'à l'âge de raison, et on le placera à l'âge qu'on veut, effectivement, un individu n'est pas capable de comprendre qu'il a intérêt à respecter les lois, etc. Mais au-delà de cet âge, c'est évident pour tous les individus, tellement ça saute aux yeux. Et au fond, effectivement, si le rapport à l'État, le rapport aux lois se présentait comme se présente le rapport de l'individu à l'immeuble dans lequel il vit, ça sauterait aux yeux. Et effectivement, personne ne se comporte comme cet individu qui refuse de quitter son lit sous prétexte que la maison ne lui appartient pas lorsqu'elle brûle. Eh bien, Rousseau dit, pas du tout. Au contraire, il y a un phénomène psychologique qui est méconnu dans la pensée politique, à savoir que le mouvement spontané, c'est de méconnaître et le contenu de l'intérêt commun et la nécessité d'agir dans le sens de l'intérêt commun, et le fait que cet intérêt commun relève de l'intérêt individuel, est une condition de satisfaction de l'intérêt individuel. Et c'est ce qu'il théorise, me semble-t-il, de façon extrêmement fine et intéressante dans un autre texte du contrat social, texte numéro 2, extrait du chapitre 7 du livre 1, texte absolument fondamental. Chacun spontanément va se dire pourquoi est-ce que je ferais ce sacrifice. Et quand j'ai pris l'exemple des impôts, mais c'est pareil pour celui qui grille un feu rouge, qui se dit j'irai d'autant plus vite d'un point à un autre si je grille le feu rouge, parce que comme ça je ne m'arrêterai pas. Heureusement les autres font attention. Puisque les autres roulent doucement, respectent les etc., moi je roule comme un bolide et j'y gagne puisque j'arrive plus vite. Ou bien la bande d'arrêt d'urgence, je vais l'utiliser en cas d'embouteillage et je vais rouler, et vous avez tous certainement fait l'expérience de ça, cette tentation à laquelle certains cèdent, rouler sur la bande d'arrêt d'urgence pour passer à côté d'un embouteillage. Mais évidemment, et là on a une très bonne illustration du phénomène psychologique que décrit Rousseau, quand on a l'idée, un deuxième on a l'idée, un troisième, un quatrième, et très rapidement on a juste une déportation de l'embouteillage sur la totalité, c'est-à-dire y compris la bande d'arrêt d'urgence. Et là, évidemment, tout le monde agit contre son intérêt, même ceux qui croyaient dans un premier temps y être gagnants, ils y sont perdants, puisque s'il y a un carambolage, il y en a très souvent dans les embouteillages, et bien là il n'y a plus du tout d'accès pour les secours. Bon, donc, dans un premier temps, j'ai le sentiment que je vais y être gagnant, mais très rapidement, il va y avoir un phénomène qui fait que si l'un fait ce raisonnement et qu'il le fait sans, d'une certaine façon, que ça, effectivement, en étant effectivement gagnant, et bien d'une certaine façon, ça va être une épidémie d'esprit, c'est une expression que j'emprunte à Rousseau, qui l'utilise, épidémie d'esprit, qui va gagner tous les individus très spontanément,
et tout le monde va être perdant. Je vais me permettre de citer, si je le retrouve, voilà, un article du Monde daté du 5 mai 2010 à propos de la situation en Grèce. Excusez-moi pour le titre, c'est un titre du Monde. Et comme vous savez, le Monde est quasiment en cessation de paiement, donc on peut imaginer que les journalistes sont invités à être un petit peu un peu moins austères. Donc, pardon pour le titre, c'est un titre du journaliste ou un titre des responsables éditoriaux. Entre guillemets, payer l'impôt, c'est être un con. L'évasion fiscale est généralisée en Grèce, tout comme la corruption des agents du fisc. Et il y a une description tout à fait intéressante, tout à fait éclairante pour qui travaille sur Rousseau, qui dit de façon très claire, en gros, en Grèce, c'est le sport national. En Grèce, payer ses impôts, c'est être un con, donc c'est une formule d'un grec qui est reprise dans le titre. Peut-être que bientôt on aura des jeunes femmes dénudées en page 3 du Monde. En tout cas, pour l'instant, on a au moins ce genre de titre, hein, qui jusqu'ici aurait été assez inconcevable, enfin, pendant longtemps. Donc, cette personne qui dit ça, puis en Grèce, payer ses impôts, c'est être un con. Il y a une volonté du gouvernement, en raison de la situation actuellement catastrophique de la Grèce, d'agir contre l'évasion fiscale, qui, et c'est raconté comme ça dans l'article, vise particulièrement les médecins. Surprise, les médecins ne déclaraient que 10 000 à 15 000 euros de revenus annuels sur des médecins extrêmement riches qui peuplent une résidence très huppée, etc. Les médecins de ce quartier Kolonaki ont été redressés. Mais, disent les autres, c'est absurde parce qu'on vise quelques personnes. Le problème, c'est que c'est un sport national que tout le monde considère comme normal. Et voilà. Tout le monde considère qu'il est normal, légitime de ne pas payer ses impôts. Et d'une certaine façon, nous serions en Grèce, nous ferions la même chose. Parce que si on est entouré d'individus qui tous ont cette attitude-là, au nom de quoi? Et Rousseau lui-même le dit de façon explicite dans la première version du contrat social, dans le manuscrit de Genève, dans le chapitre 2, il dit celui qui raisonne de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut bien lui répondre? S'il dit, vous me demandez de faire des sacrifices, vous me demandez d'agir dans le sens de la loi, de renoncer à certains de mes intérêts, etc. Mais si je vois que personne d'autre ne le fait, pourquoi est-ce que je le ferais? Pourquoi me demandez-vous d'être un saint? Pourquoi me demandez-vous de sacrifier mon bonheur? Si au bout du compte, finalement, ça ne change rien, et la corruption règne, et l'État fonctionne mal, etc. Donc, Rousseau insiste sur le fait que, pour que les individus agissent dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire de leur propre intérêt, je pense, j'espère que je l'ai suffisamment montré, eh bien il faut un certain nombre de conditions, que ça ne va pas du tout de soi. Au contraire, il faut agir contre une pente naturelle. Cette pente naturelle, donc, il décrit dans le texte que je viens d'évoquer. Ces conditions, on peut en faire une liste non exhaustive, je vais en évoquer quelques-unes, ça sera mon troisième point, les conditions si on peut dire, de l'éducation morale du citoyen. Quand je dis l'éducation morale, ça veut dire ce qui fait que, à l'intérieur de cette lutte psychologique qui se joue dans l'esprit du citoyen, de l'individu, on va dire, entre ce qu'il veut comme citoyen, et comme citoyen, ce qu'il veut, c'est vivre dans une société prospère, où il y a des services publics, sécurisés, etc. Et ce qu'il veut comme individu particulier, à qui ça coûte de respecter la loi, à qui ça coûte de payer ses impôts, à qui ça coûte de renoncer à une partie de sa liberté, etc. Donc dans cette lutte psychologique, il faut agir de telle façon, de façon que l'intérêt particulier n'est pas toujours le dernier mot. N'étouffe pas cette partie de l'intérêt individuel qui est bien la nôtre en tant que citoyen, qui est, je dirais, indépendamment de toute conception mystique de l'État, qui est de façon très pragmatique notre intérêt réel, notre intérêt véritable. Alors parmi ces conditions, la première, qu'il souligne dès le manuscrit de Genève, dans le fameux chapitre 2 du manuscrit de Genève, qui est la première version du contrat social, et dont on retrouve la trace plus ramassée dans le contrat social, c'est cette idée que, évidemment, et là c'est un héritage hobbesien, mais je dirais avec des arguments qui vont beaucoup plus loin que ceux de Hobbes, c'est qu'on doit passer par la loi et par les institutions. Et là, Rousseau se démarque
non pas de tous les philosophes de son temps, notamment pas de ceux qui sont influencés par Thomas Hobbes, mais d'un courant qu'on pourrait appeler très libéral, qu'on trouve chez Locke, qu'on trouve chez Mandeville, qu'on trouvera plus tard, qu'on trouve chez la plupart des encyclopédistes qui l'entourent, notamment Diderot, puisque c'est contre Diderot qu'il écrit le chapitre 2 du manuscrit de Genève sur cette question-là, et qui tend à penser, ce courant de pensée consiste à essayer de minimiser le rôle de la loi et de l'institution en disant, de façon spontanée, les individus, par l'autodiscipline, par les rapports de gré à gré, par les rapports contractuels, plus tard Smith, mais déjà Mandeville et Montesquieu le disent, par le commerce, les individus spontanément agissent dans le sens de l'intérêt commun, et il n'y a pas besoin de travailler dans ce sens-là, il n'y a pas besoin de former les individus pour qu'ils le fassent. Cet ajustement et cette action dans le sens d'intérêt commun de la concorde, se fait spontanément. Rousseau dit non, ça ne se fait pas spontanément, et surtout ça ne se fait pas par la bonne volonté des individus. La bonne volonté des individus, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut passer par le tiers, si on peut dire, législatif, l'instance tierce, qui est le législateur, qui est la législation, plus exactement, parce que le mot législateur chez Rousseau a un sens très parfait, la législation, l'institution, et c'est ce qu'il dit, par exemple, texte numéro 3, où il évoque, c'est l'équivalent à peu près du texte du manuscrit de Genève, qui s'appelle « Nécessité des lois positives ». Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Sans doute, il est une justice universelle émanée de la raison seule. Mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. À considérer humainement les choses, faute de sanctions naturelles, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes. Elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde, sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. Bon, je suis obligé d'aller un peu vite sur le commentaire de ce texte, mais je pense que vous comprendrez avec moi dans ce texte qu'il dit, au fond, si on se fondait uniquement sur la bonne volonté, on aurait affaire à des individus qui sont bons avec les autres sans aucune garantie de réciprocité. Et on a un petit peu le même phénomène que celui que je décrivais tout à l'heure, à savoir, dans un premier temps, je fais un effort, ma bonne volonté fait que je vais agir dans le sens de l'intérêt commun, mais sans garantie que les autres feront la même chose, on n'arrivera non pas à la justice, mais au comble de l'injustice, c'est-à-dire le malheur du bon et le bonheur du méchant, le bien du méchant. Moins vous respectez l'intérêt général, plus vous y gagnez. Pour empêcher cela, il faut des conventions et des lois, c'est-à-dire qu'il faut non pas simplement s'en tenir à la bonne volonté des individus, mais il faut que cette bonne volonté, elle se concrétise dans des textes écrits, connus de tous, et qui ont une valeur à la fois, si on peut dire, obligatoire et contraignante. Et là, je passe à une deuxième condition. Il faut la loi comme texte écrit, commun à tous, reconnu par tous, et qui fait qu'on ne s'en tient pas à la simple bonne volonté. Je pense que vous comprendrez tous la différence entre une norme que l'on observe par simple bonne volonté et une norme écrite qui est commune à tous et sur laquelle on n'a pas à discuter et à négocier, parce que c'est la loi. Mais la loi, non seulement est la même pour tous, elle est obligatoire pour tous, mais elle est contraignante. Et ça, c'est donc la deuxième condition, la contrainte. La contrainte exercée par l'État. Et d'où ce fameux passage de Rousseau qu'on lit si souvent de façon erronée, texte numéro 4, mais qui est déjà annoncé d'une certaine façon dans le texte qu'on vient de lire. Ils ne sont pas dans l'ordre dans lequel ils se présentent dans le contrat social. Je me suis permis cette petite reconstitution. Texte numéro 4. Afin que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, en sens de vaine formule, il renferme tacitement cet engagement, qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps. C'est-à-dire il faut que le corps politique, l'État, exerce une contrainte, et ceci, chacun doit l'accepter. C'est ce qu'on appellera, dans la sociologie politique moderne, contemporaine, le monopole de la violence physique, l'acceptation, l'idée que l'État a un pouvoir de contrainte, qu'il doit pouvoir l'exercer, et que chacun doit considérer ce pouvoir de contrainte comme étant exercé dans son intérêt, étant exercé pour que son intérêt soit satisfait. Donc, tacitement, dans le pacte social, il y a cette idée que l'État doit disposer d'une force publique qui contraindra l'individu à agir dans le sens de la loi, si par extraordinaire, ou plutôt par très ordinaire, il était tenté de contourner la loi.
Ce qui ne signifie autre chose qu'on le forcera d'être libre. Et Dieu sait si cette phrase a donné lieu à multiples interprétations. C'est là-dessus qu'on se focalise le plus quand on dit voilà le Rousseau totalitaire, forcer d'être libre, c'est pas possible, mais en fait ça a un sens extrêmement simple. Forcer, ça veut dire si par hasard je ne respecte pas le code de la route, je ne paye pas mes impôts, et autres exemples, je ne vais pas les multiplier, eh bien il y aura une sanction. C'est aussi simple que ça. La force viendra agir au fond pour me contraindre vraiment très physiquement à agir dans le sens de la loi. Mais ceci a une fonction, je dirais, psychologique d'abord, à savoir que je sais que les autres sont aussi contraints, et par conséquent, ça crée de la confiance. Ça fait que j'ai le sentiment que ce n'est pas absurde de payer mes impôts, parce que, à condition que l'État fonctionne bien, ceux qui ne les payent pas, eh bien, ils sont sanctionnés, ils ont un redressement, et par conséquent, je n'ai pas l'impression de jeter dans le vide de l'argent qui est perdu. J'ai le sentiment que c'est un effort commun, et que j'y contribue au même titre que les autres. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des lois, et il faut qu'il y ait aussi des contraintes, qui font qu'on ne se tient pas simplement à la bonne volonté des individus. Parce que si on s'en tient à la seule bonne volonté, ça sera toujours pareil. Ceux qui seront de meilleure volonté seront toujours perdants, et ceux qui seront de mauvaise volonté seront toujours gagnants. Et pourquoi est-ce que cette contrainte qui s'exerce, ça a comme conséquence que les individus sont libres? Pour une raison très simple, à savoir que si je vis dans une société qui est plus harmonieuse, qui est plus sûre, qui est plus prospère, ça augmente ma liberté. Ça augmente ma capacité d'agir, ça me met dans une situation de plus grande capacité à satisfaire mes intérêts, etc. Donc, au fond, cette force de l'État n'est évidemment pas le fondement du pouvoir de l'État et du pouvoir de la loi. Ce serait contradictoire avec des textes de Rousseau, notamment livre 1, chapitre 2 du contrat social, où il dit « la force ne crée pas le droit ». Donc la force n'est pas au fondement du pouvoir de l'État. En revanche, dit Rousseau, la force est un instrument nécessaire, et ce n'est pas du tout la même chose, du droit. Il faut une contrainte d'État, parce que sans contrainte d'État, tout simplement, ça ne fonctionne pas. C'est bien comme ça qu'il le dit. Telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à patrie le garantie de toute dépendance personnelle, condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique, etc. C'est-à-dire, c'est une machine, l'État, une machine complexe. Et pour qu'elle fonctionne, une des pièces nécessaires sans laquelle elle ne fonctionne pas, c'est l'existence d'une contrainte qui fait que si par aventure un individu veut transgresser la loi, eh bien la contrainte viendra le forcer à respecter la loi. La contrainte, je disais, elle joue d'abord un rôle psychologique, et de fait, quand on regarde des États qui fonctionnent, on va dire à peu près selon l'esprit de la République, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Si on observe le fonctionnement, par exemple, des forces publiques en France, la police, l'armée, les forces pénitentiaires, etc., on se rend compte, la gendarmerie, on se rend compte qu'il y a une disproportion absolument extraordinaire entre la potentialité de violence dont dispose l'État et la violence réelle qu'exerce l'État. C'est-à-dire que l'État, il a une contrainte, une capacité de contrainte qui est d'abord dissuasive, mais l'État ne fait pas la guerre aux individus. Un policier, la plupart des policiers, la quasi-totalité des policiers, font toute leur carrière sans jamais tirer un seul coup de feu, si ce n'est dans des conditions d'entraînement. Mais c'est très important, et ça montre que ça fonctionne bien. Ça n'empêche qu'il faut qu'il ait une arme à feu, parce que précisément, c'est cette disproportion entre la violence dont dispose l'État et la violence dont disposent les individus qui fait qu'a priori, on ne se pose même pas la question, on se dit, de toute façon, si j'essaye d'entrer en guerre contre l'État, j'ai perdu d'avance, à condition évidemment que je sois seul. Si on est nombreux, là, on aura une chance de gagner, ça s'appelle la révolution. C'est un autre cas de figure, et ça suppose qu'il y a un sentiment très généralement partagé que l'État ne fonctionne pas bien. Donc, la loi, la contrainte sont des conditions nécessaires. Nécessaires, mais pas encore suffisantes. Et là, je poursuis encore dans la réflexion très approfondie de Rousseau sur les conditions de possibilité de l'avènement de la volonté générale, c'est-à-dire de l'intégration dans les volontés individuelles du désir de l'avènement du bien commun, du respect de la chose publique, de la res publica, des lois, etc. Texte numéro 5, extrait du discours sur l'économie politique, où Rousseau montre que, évidemment, il ne suffit pas de disposer de la contrainte. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Je lis très rapidement. Quand on a la force en main, il n'y a point d'art à faire trembler tout le monde. Un imbécile obéit, peu comme un autre, punir les forfaits. Le véritable homme d'État, c'est les prévenir, c'est sur les volontés, encore plus que sur les actions, qu'il étend son respectable empire.
Si les politiques étaient moins aveuglés par leur ambition, ils verraient combien il est impossible qu'aucun établissement quel qu'il soit puisse marcher selon l'esprit de son institution. S'il n'est dirigé selon la loi du devoir, il sentirait que le plus grand ressort de l'autorité publique est dans le cœur des citoyens et que rien ne peut suppléer aux mœurs pour le maintien du gouvernement. Non seulement il n'y a que des gens de bien qui sachent administrer les lois, mais il n'y a au fond que d'honnêtes gens qui sachent leur obéir. Celui qui vient à bout de braver les remords ne tardera pas à braver les supplices, châtiment moins rigoureux, moins continuel, et auquel on a du moins l'espoir d'échapper, et quelques précautions qu'on prenne, ceux qui n'attendent que l'impunité pour mal faire, ne manquent guère de moyens d'éluder la loi ou d'échapper à la peine. Donc si on s'en tient simplement à la menace physique que l'État fait peser sur les individus, en espérant que ça va suffire pour que les individus agissent comme citoyens, respectent leurs obligations et agissent dans le sens du bien commun, on est sûr d'échouer. Ça ne suffira pas. C'est un manque d'intelligence politique. L'intelligence politique, dit Rousseau, où est-ce qu'on la trouve? Non pas chez nos politiques aveuglés par l'ambition, comme il le dit, mais on la trouve quand même. Et il faut aller chercher un petit peu, à la fois, je dirais, dans une réflexion sur la nature d'une société et sur les conditions qui font qu'un individu aura des raisons, d'une certaine façon, de respecter le bien commun, et par ailleurs sur ce qu'il appelle ici les mœurs, c'est-à-dire sur l'action que des institutions peuvent exercer sur les dispositions intérieures des individus et sur leur rapport intérieur, et pas simplement extérieur, à la loi. Alors, d'abord sur les raisons, il y a les raisons de considérer que l'État effectivement agit dans le sens du bien commun et que donc il est effectivement de l'intérêt de tous de satisfaire et de respecter l'intérêt commun. Parmi celles-là, il y en a une qui est souvent négligée, mais qui me paraît très importante. C'est un point sur lequel j'ai particulièrement travaillé dans mes travaux sur Rousseau. C'est l'aspect économique, qui est souvent négligé. Je cite simplement texte numéro 6 et 7, deux extraits du contrat social. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien, d'où il suit que l'état social n'est avantageux aux hommes, qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop. Note du chapitre 9 du livre 1 du contrat social. Et un peu plus loin, livre 2, chapitre 11. Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté civile à l'égard de l'égalité. Il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois. Et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ces deux textes du contrat social, qui sont deux brèves évocations de la notion d'égalité économique, sont la conséquence directe des thèses de son premier grand texte politique, qui est le discours sur l'inégalité, qui est à mon avis insuffisamment lu dans cette dimension-là, à savoir que bien avant les marxistes, bien avant la théorie socialiste qui arrivera au XIXe siècle, Rousseau dit l'égalité qui est une sorte de lieu commun de la pensée politique de son temps, mais qui est toujours pensée comme égalité juridique. L'égalité, elle suppose également, dit Rousseau, qu'on lui donne un contenu, ce que les marxistes appelleront non pas l'égalité formelle, mais l'égalité réelle, c'est-à-dire une égalité économique, tout en précisant, non pas une égalité économique absolue, en donnant un critère très précis et tout à fait intéressant de cette égalité, il dit, évidemment, il ne s'agit pas d'un égalitarisme où tout le monde devrait avoir exactement la même richesse, ni même la même puissance. Il dit, le critère, c'est que les inégalités entre les individus ne suppriment pas la liberté. Et ça me paraît un critère très clair et très intéressant, parce que ça implique qu'il puisse y avoir effectivement des inégalités de richesse, de patrimoine, de revenus, mais lorsqu'elles basculent cette inégalité dans une situation où certains sont, d'une certaine façon, esclaves, même s'ils ne le sont pas juridiquement, ils le sont dans les faits, parce qu'ils dépendent économiquement de ceux qui sont plus puissants qu'eux. Et ça, c'est ce qu'il décrit très bien dans le discours sur l'égalité, quand il dit « l'esclavage naît de cette inégalité économique qui fait que certains dictent leurs lois à d'autres ». Ils dictent leurs lois au sens économique du terme, mais ça a des effets politiques. C'est-à-dire qu'un grand nombre sont tout simplement sous la dépendance des autres,
Dans une telle situation, évidemment, ceux qui sont perdants économiquement n'ont aucune raison de respecter les lois. Il le dit explicitement dans le texte numéro 6 que j'ai évoqué. Si des individus ont le sentiment que respecter les lois, qui notamment protègent la propriété, c'est toujours agir contre leur intérêt parce que c'est maintenir un état de servitude pour eux, il n'y a aucune raison qu'on espère qu'ils se comportent en bons citoyens. Donc, pour que les individus se comportent en bons citoyens, une nouvelle condition, vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais une condition essentielle, c'est un certain degré d'égalité économique, et évidemment beaucoup plus d'égalité économique qu'il n'en existe à l'époque où écrit Rousseau. Je vous rappelle les dernières lignes du discours sur l'inégalité, où il dit « Il est contraire à la loi naturelle de quelque façon qu'on la définisse », puisque après tout c'était la question posée par l'Académie de Dijon à laquelle il répondait. Il dit « Bon, je vais quand même y répondre, puisque j'ai fait un long détour, mais quand même, soyons clairs sur la réponse. Il est contraire à la loi naturelle de quelque façon qu'on la définisse, et il a passé des pages et des pages à se demander qu'est-ce que ça veut dire la loi naturelle, etc., qui était dans le titre du sujet de l'Académie de Dijon. Il est contraire à la loi naturelle de quelque façon qu'on la définisse, que la multitude, le petit nombre regorge de superfluité, pendant que la multitude affamée manque du nécessaire. Ça, c'est une situation qui, évidemment, est une situation qui fait que le grand nombre n'a aucune raison de respecter les lois. Et aussi longtemps que perdurera cette situation d'inégalité économique qui produit de la servitude, au sens propre du terme, d'une certaine façon, il ne faut pas s'étonner si, comme il le dit dans les Milles, je vois venir une révolution. Quand même tout à fait intéressant, en 1761, il dit « Ce siècle ne s'achèvera pas sans une révolution. Une des raisons principales, c'est ça. » D'une certaine façon, c'est inattaquable comme raisonnement, et on ne peut pas lui donner tort, et on peut extrapoler sur notre société, où des inégalités économiques continuent d'exister, peut-être moins radicales. Je laisse chacun libre juge de la question de savoir quel est le degré d'inégalité qui existe aujourd'hui dans notre société, et dans quelle mesure elles satisfont ou non le critère qu'évoque Rousseau, à savoir, est-ce qu'elles suppriment ou non la liberté de ceux qui sont perdants dans le jeu économique. C'est une question qui est évidemment une question très complexe, mais que Rousseau pose, et je crois de façon très rigoureuse. Donc, première condition, la loi. Institutionnalisation de la volonté générale et ne pas s'en tenir à la bonne volonté des individus. Deuxième condition, la sanction, la force publique. Troisième condition, un certain degré d'égalité économique, sociale, etc. Bien. Mais ça ne suffit toujours pas, parce qu'il y a encore, quand bien même on aurait cette situation où il y a des lois qui sont bien faites, qui vont dans le sens de l'intérêt général, une contrainte qui s'exerce de façon systématique et qui s'exerce de façon efficace, un certain degré d'égalité économique qui fait qu'au fond, tout le monde a gagné. En tout cas, tout le monde aurait plus à perdre à la destruction de l'institution politique qu'il n'aurait à y gagner. Eh bien, ça ne suffit toujours pas, parce qu'il y a toujours ce mécanisme que j'évoquais tout à l'heure d'aveuglement, qui fait que chacun, malgré tout, sera tenté de se dire, justement, tout ça fonctionne très bien, et ça sera encore mieux pour moi si je suis ce qu'on appelle dans la théorie politique anglo-saxonne un free rider, un clandestin, quelqu'un justement qui utilise la bande d'arrêt d'urgence. Tout fonctionne très bien, c'est formidable, mais on retrouve toujours ce problème. Il y aura toujours cette tentation, même quand l'État, quand j'aurai toutes les raisons de respecter les lois et l'État, etc., eh bien, d'être celui qui s'en accepte pour gagner sur tous les plans. Et c'est là que Rousseau dit, irréductiblement, il y a un moment où il faut que l'on en vienne à la question de la formation morale, des mœurs, de l'intériorisation par les individus de leurs conditions de citoyens. Et ça, c'est une formation qui est aussi bien intellectuelle que psychologique, que morale. Et Rousseau, alors je ne vais pas avoir le temps de le développer, propose de façon détaillée, mais pas seulement dans le contrat social, toute une série de réflexions sur les institutions qui ne sont pas seulement des institutions qui mettent en place formellement un état de droit, une république, mais qui, justement, dans le double sens dans lequel Rousseau prend le mot institution, il insiste très souvent sur ce double sens, qu'on retrouve dans le mot instituteur, qui a été supprimé malheureusement, mais professeur des écoles, apparemment c'est mieux. Instituteur, c'était pas mal. Institution, ça veut dire évidemment un ensemble d'instances officielles, etc., bien
créée par des normes, mais ça veut dire aussi éducation. Et pour Rousseau, l'institution est toujours éducatrice. Elle l'est toujours, et ça c'est aussi un contresens qu'on fait souvent à propos de Rousseau. Rousseau ne dit pas les institutions doivent devenir éducatrices. Il dit elles le sont toujours. Le plus souvent, elles le sont d'une mauvaise façon. C'est-à-dire qu'elles éduquent les individus à être de mauvais citoyens. Mais les institutions ont toujours des effets moraux. Ça, c'est très important de comprendre cet aspect de son raisonnement parce que on lui reproche parfois certaines pensées libérales qu'on peut comprendre, dira, mais c'est scandaleux, c'est monstrueux de vouloir que les institutions aillent agir sur les mœurs, sur l'intériorité des individus. Mais Rousseau dit, le problème, c'est qu'il y a toujours des effets moraux. Toute institution, il y a des textes dans lesquels il dit très clairement, les institutions ont des effets non seulement politiques et juridiques, mais aussi moraux, c'est-à-dire qu'elles transforment les individus, soit en canailles, en égoïstes, etc., soit au contraire, elles agissent dans le sens de leur conscience de citoyens, de l'éveil, de la culture, on peut utiliser ce mot, je crois, elles cultivent en eux ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser un terme qui n'emploie pas, mais qui reflète bien dans notre vocabulaire ce dont il veut parler, leur sens civique. Leur sens civique, voilà. Cultiver le sens civique. C'est le sens du texte numéro 8, notamment. De lui-même, le peuple, alors je pense qu'il est maintenant très compréhensible, ce texte très difficile à partir de ce que je vous ai dit. Rousseau s'amuse à écrire des choses, je dirais, où il perd un petit peu son lecteur pressé. Il utilise souvent cette expression, les lecteurs pressés, tant pis pour eux, ils restent sur le côté, c'est pas pour eux que j'écris. De lui-même, il dit même dans un texte, je ne fais jamais au lecteur l'injure de tout lui dire. Évidemment, ça ne nous facilite pas les choses. Et il dit explicitement que le contrat social n'est pas écrit pour tout le monde, et que certains seulement le comprendront. Donc c'est... Bon. Évidemment, quand après on doit l'étudier en terminale, c'est pas pour des élèves de terminale que ça a été écrit. Quoi qu'il en soit, et c'est même pas pour nous, je dirais, c'est vraiment pour ce qu'il appelle un petit nombre d'élites qui est capable de le comprendre. Donc je lis ce texte, très difficile. De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent y paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides. Mais c'est les mêmes, les particuliers et le public, sauf vu de deux points de vue différents, et chacun a un rapport différent au bien commun, et dans les deux cas insuffisant. Tous ont également besoin de guides, il faut obliger les uns à conformer leur volonté à leur raison, il faut apprendre à l'autre, le public, à connaître ce qu'il veut. Alors, des lumières publiques résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social, voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Et c'est là de là que sort, si on peut dire, toute la réflexion de Rousseau sur l'art d'instituer les peuples. On dit, c'est à la fois un problème d'une certaine façon insoluble, mais qui est insoluble dans les choses, c'est pas moi qui ai inventé ce problème, il est dans les choses, il est au fond la condition de possibilité d'une république et d'une citoyenneté qui fait vivre cette république, qui fait que ça n'est pas quelque chose qui est sans cesse menacé par le désordre, par l'absence d'adhésion, etc. Et en même temps, c'est à la fois très difficile et en même temps c'est possible. Et la seule façon de le montrer, dit Rousseau, c'est de regarder, et il y a un souci du concret chez Rousseau, qui est très souvent méconnu, de regarder dans l'histoire. Il dit, un législateur, ce qu'il appelle un législateur, c'est très mystérieux, on s'est souvent interrogé sur ce qu'il veut dire par là, mais Rousseau dit, je me contente de regarder dans l'histoire, et je constate qu'un législateur, on ne le sort pas de sa poche, on n'est jamais sûr qu'on va en avoir un, il y a quelque chose de l'ordre de l'homme providentiel, mais il en existe. Il est nécessaire qu'il en existe, et il en a existé dans l'histoire. Et les exemples qu'il donne sont nombreux. Parmi ceux qu'il évoque très souvent, il y a Lycurgue, n'est-ce pas, Numa, à Rome, Solon, à Athènes, Moïse. Plusieurs textes très intéressants sur le peuple juif comme étant une république à qui Moïse a donné des lois. Avant d'être un prophète, c'est un législateur politique. Calvin, pareil, pour Genève, c'est d'abord un législateur politique. Mais il évoque aussi un texte moins connu, un exemple très intéressant à propos de ce que pourrait être une fédération d'États européens, parce que avant même, en dialogue avec l'abbé de Saint-Pierre,
au-delà de la question de l'intérêt commun au niveau d'une nation, il considère qu'il n'y a rien d'absurde à penser à un intérêt commun au niveau international. Et notamment, chose qui est déjà discutée depuis un certain temps à son époque, l'existence d'une fédération des nations européennes qui agirait dans le sens d'une paix durable, une paix perpétuelle. Et lorsque Rousseau évoque ce problème, qui a été traité avant lui par l'abbé de Saint-Pierre, il dit « ça a failli marcher parce qu'on a eu un législateur génial, et c'est qui? C'est Henri IV. » Et il décrit de façon extrêmement précise le projet qu'a eu Henri IV, machiavélique à certains égards, mais le législateur est toujours machiavélique. Il y a une très forte inspiration de Machiavel au sens tout à fait noble du mot machiavélique, pas du tout le Machiavel caricature qu'on évoque parfois, une inspiration machiavélique d'Henri IV qui a failli réussir dans son entreprise en utilisant les pouvoirs des uns contre ceux des autres, etc., et à unifier l'Europe en une fédération comparable à quelque chose qui également fait sens dans l'histoire, qui est le Saint-Empire romain germanique, aller encore plus loin dans ce sens-là et créer des institutions européennes durables. Mais il fallait pour ça un homme de génie, il fallait aussi un kairos, comme on dirait en grec, une occasion à saisir, il fallait, etc. Et puis Henri IV a été assassiné par Ravaillac, et ça s'est arrêté. Et on attend encore l'homme providentiel qui recommencera le projet. Il nous faudrait un Henri IV, dit Rousseau, mais s'il n'y en a pas. Et il évoque également, exemple beaucoup plus contemporain sur lesquels je finirai, contemporain de son époque, la Corse et la Pologne. Texte tardif, texte de 1765 pour la Corse, projet de constitution pour la Corse, texte de 1771-72 pour la Pologne. On lui demande des conseils pour faire une constitution. Et là, on voit qu'il a un souci du concret. Il sait notamment, pour ce qui est de la Corse, qu'il y a un législateur d'exception qui s'appelle Pasquale Paoli, pardon. Il sait qu'il y a eu un kairos, c'est-à-dire un peuple qui a voulu sa liberté, qui a fait preuve de courage, qui a montré sa capacité à agir en prenant des risques pour sa liberté. De même, dit-il aux Polonais, il dit « j'accepte de travailler pour vous ». Il a travaillé très sérieusement, ça lui demandait beaucoup de travail, à une époque où il était déjà âgé et très malade, pour faire ce travail pour les Polonais, en disant « je pense que ça vaut la peine d'écrire pour vous, parce que j'ai le sentiment, pour ce que je sais de votre histoire, que votre insurrection, puisqu'ils sont à l'époque sous tutelle russe, montre que vous avez en vous des ressources de citoyenneté, des ressources de noblesse d'esprit, etc., qui font que vous y arriverez. Et par ailleurs, le simple fait que vous me demandiez à moi conseil, ou que vos chefs me demandent conseil, montre qu'il y a parmi vous des gens qui ont un esprit qui va dans le sens du bien commun, un esprit de législateur au sens où il l'entend. Alors, pour ce qui est du contenu concret de ces institutions qu'il propose et aux Corses et aux Polonais, elles sont inspirées à la fois, je dirais, de l'histoire, beaucoup de la République romaine et enfin du dialogue de Platon, les lois. Il faut chercher dans ces trois, surtout la République romaine et les lois de Platon ont inspiré Rousseau pour donner un contenu concret à ces institutions qui forment des citoyens et qui surtout, et c'est quelque chose qui est important, qui perdurent à leur instituteur. C'est-à-dire il y a cette idée d'une sorte de cercle vertueux où les institutions vont créer de nouveaux instituteurs du peuple et on n'aura plus besoin de s'en tenir à la providence qui nous envoie un législateur génial. Parmi ces institutions, il y a toute une série de dispositions qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler un cursus honorum, une course aux honneurs, dans laquelle les individus sont distingués dès le départ. Il y a toute une théorie de la fonction publique, avec des individus qui commencent par exercer leur talent et par être jugés selon leur degré d'engagement, de dévouement, etc. Ils distinguent trois grades qu'ils nomment exactement dans les mêmes termes dans le projet pour la Corse et dans le projet pour la Pologne. Les spes, ceux qui sont les servants d'État, qui portent une plaque sur laquelle il y a écrit spes patriae, espoir de la patrie, une plaque en or, évidemment, puisque c'est le plus bas degré, là c'est l'inspiration de Thomas More dans l'Utopie, le mépris pour l'or. Quand on a pendant au minimum 3 ans, donc c'est des fonctions de magistrature, des fonctions de gestion des deniers publics à un bas niveau, au moins pendant 3 ans on a accompli ces fonctions de façon satisfaisante, on peut passer au stade de civis electus, avec une plaque en argent sur laquelle il est écrit civis electus,
Et enfin, le troisième degré, c'est le custos legum, le gardien des lois, qui n'a qu'une plaque en acier, ce qui est évidemment beaucoup plus noble, hein, mépris de la richesse, etc. Bien. Et voilà, donc il y a cette idée de faire jouer, et c'est tout à fait paradoxal et intéressant, l'amour-propre. Parce que autant Rousseau critique l'amour-propre en disant c'est ce qui corrompt les individus, autant il dit on ne peut pas s'en débarrasser, et il y a un bon usage de l'amour-propre, qui va dans le sens de l'émulation civique, du désir de se faire aimer, reconnaître des autres citoyens, et on peut utiliser cette ressource de l'amour-propre pour, c'est les termes qu'il emploie, je finirai là-dessus, à la fois ennoblir les âmes et anoblir la nation. Ce sont deux termes qu'il utilise, que je trouve tout à fait extraordinaires. Anoblir la nation, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, évidemment, il le dit aux Corses, il dit, vous reprochez aux Génois d'avoir détruit votre noblesse. Et de fait, c'est ce qu'ont fait les Génois pour assurer leur asservissement de la Corse. Mais vous ne devez pas essayer de la reconstituer. Ce que vous devez faire, c'est anoblir la nation. Les Génois ont voulu avilir votre noblesse, vous devez anoblir la nation. Et anoblir la nation, c'est le contraire de l'égalitarisme vers le bas, c'est ça qui est très intéressant dans cette formule. Ça veut dire deux choses, ça veut dire d'abord la fin des privilèges, la fin de la noblesse comme privilège. Tout le monde est noble, d'une certaine façon, mais à condition, justement, autre expression qu'il emploie, d'ennoblir les âmes. Et ennoblir les âmes, ça veut dire cultiver le sentiment de l'honneur, mais d'un honneur civique, d'un amour-propre civique, d'un désir de se faire bien, de se faire bien juger. Hein. Et je finirai sur une citation. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, je peux en prendre une autre. Il conseille aux Polonais, je cite, de faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public, que nul n'avance et ne parvienne que par la faveur publique, qu'aucun poste, aucun emploi ne soit rempli que par le vœu de la nation, et qu'enfin, depuis le dernier noble, depuis même le dernier manant, jusqu'au roi s'il est possible, tous dépendent tellement de l'estime publique qu'on ne puisse rien faire, rien acquérir, parvenir à rien sans elle. Donc c'est vraiment cette idée de faire jouer ce mécanisme qui est l'amour-propre dans un sens qui est l'action en faveur de l'intérêt commun. De l'effervescence excitée par cette commune émulation naîtra cette ivresse patriotique qui seule sait élever les hommes au-dessus d'eux-mêmes. Et c'est ça que signifie l'expression l'ennoblissement des âmes. Voilà, je finis de façon un petit peu abrupte parce que déjà c'est arrivé. Je vous remercie beaucoup.